Normalement. Mhm. Voilà, donc je démarre. Bonjour à tous. Je suis donc ravi véritablement d'inaugurer avec vous ce cycle de séminaires organisé par JEDI sur la souveraineté numérique. C'est un thème, comme vous le savez, qui connaît un destin médiatique tout à fait intéressant, troublant peut-être par sa richesse sémantique, la diversité des affects qu'il cristallise. Et c'est précisément donc cette diversité d'approches que cette séance inaugurale souhaite embrasser, au moins en partie, pour en exposer les idées forces, les nuances et peut-être même les lignes de fracture. Fracture parce que même si on n'est pas spécialiste, un spécialiste chevronné du sujet, on perçoit aisément combien la souveraineté numérique est la rhétorique variable, si je puis dire. Les notions de sécurité, de localisation, de maîtrise des données sont appréciées de diverses manières. Le cloud souverain, lui, renvoie tantôt à une stratégie d'État néo-gaulienne, si je puis dire, et tantôt à une marque déposée. C'est quand même le fait nouveau des dernières semaines. Et les grandes entreprises du numérique américaine, contre qui, il faut bien le dire, s'est forgée l'expression qui nous réunit aujourd'hui, en sont même venues à transmuer l'idée de souveraineté numérique en un argument marketing qui semble aujourd'hui, il faut bien le dire, convaincre l'État, du moins en partie. Donc vous l'aurez compris, on n'épuisera pas ici le sujet. Le but, c'est plutôt d'ouvrir la discussion et le débat. D'ailleurs, nous aurons l'occasion au cours des prochains mois d'entrer plus avant dans chacun de ces sujets, du cloud à l'IA, avec tout ce que ce terme a d'ambigu voilà, et qui ne fait pas consensus, en passant par les matériaux critiques, la cybersécurité, les infrastructures de télécommunications, sans oublier le sujet central de l'environnement, puisqu'il faudra bien se demander si notre modèle de développement est soutenable, et si une politique de puissance et de souveraineté numérique peut aider à résoudre certaines crises environnementales, ou bien au contraire, si elle les aggrave, ou elle ne fait que les déplacer. Donc, sans plus tarder, pour ouvrir ce cycle de réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Bellamou, secrétaire général de l'Institut de Bonjour. souveraineté numérique. Bonjour. Stéphane Bortmeyer, informaticien, ingénieur expert en R&D. Jean-Marie Bonjour. Cavada, pardon. Jean-Marie Cavada, président de l'IDF Rights, donc l'Institut des droits fondamentaux numériques. Bonjour. Bonjour à Et vous tous. Stéphane Fermigier, président de l'APEL et coprésident du CNLL, donc deux organisations de défense du logiciel libre. Donc, Bonjour. bonjour. Un panel donc, je m'en excuse, entièrement masculin, malgré nos efforts et l'importance évidemment qu'on attache à l'égalité femmes-hommes. Je m'en excuse au nom de Jedi. Je laisse chacun faire une courte intervention de 5-10 minutes environ sur sa conception de la souveraineté numérique et sur ce qu'il perçoit de ses principaux enjeux. Et on entamera ensuite la discussion entre vous, entre les intervenants, où chacun pourra se répondre, s'interpeller pendant quelques minutes. Donc voilà, il est plus que temps que je vous cède la parole. De façon très originale et sans souci de protocole caché, je vous propose de suivre l'ordre alphabétique pour commencer, pour déterminer les prises de parole. Et donc la parole est à vous, Bernard Benamou. Merci. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci effectivement de nous avoir réunis pour évoquer ce sujet dont on a vu, vous le rappeliez en introduction, qu'il a connu effectivement un développement très fort ces 3 dernières années, soyons clairs. Et effectivement, nous qui avions en tête ces questions lorsqu'on avait créé donc l'Institut il y a 7 ans maintenant, la première interrogation à laquelle on était confronté, c'était qu'est-ce que la souveraineté numérique? Alors évidemment, il y a beaucoup de définitions. Aujourd'hui, je rappellerai que presque personne ne nous pose la question. La question, c'est que considérez-vous être les bonnes mesures à prendre dans ce domaine, etc., etc. Je disais effectivement, ça a connu un essor particulier ces 2 ou 3 dernières années. Soyons très clairs, et la pandémie et la guerre en Ukraine ont mis une lumière crue sur notre dépendance en matière technologique, sur notre vulnérabilité dans ces domaines, sur l'absence de politique industrielle qui a prévalu ces, je dirais, 20 ou 30 dernières années dans ces domaines, à la différence de nos grands interlocuteurs, qu'il s'agisse des Américains ou évidemment des Chinois ou même des Russes. Nous nous rendons compte à quel point, effectivement, la vision idyllique, j'allais dire prométhéenne, d'une Europe qui serait effectivement, sur certains segments, extraordinairement puissante, mais qui pourrait déléguer à d'autres le soin, effectivement, de développer les technologies numériques,
c'est une vision toxique, c'est une vision non seulement dangereuse, mais elle se révèle être géopolitiquement calamiteuse pour l'Europe. Celui qui en parle le mieux, bizarrement, il y a 48 heures de ça, vous voyez, c'est pas vieux, c'est un certain Vladimir Poutine qui a reconnu que le blocus des hautes technologies lui posait un réel problème. Je dirais, s'il était besoin d'une véritable démonstration des risques liés à l'absence de souveraineté numérique, en voilà une. Je rappellerai, alors je vois qu'il y a une interrogation. Oui, pardon. Je rappellerai effectivement que nous sommes, nous, Européens, dans une situation de double menace. Alors, certains parlent de mâchoire ou de tenaille. C'est le cas de Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui parle de la tenaille sino-américaine. Je ne mets pas à égalité, évidemment, les deux blocs. Nous sommes alliés aux États-Unis. Les Chinois, eux, ont effectivement une étude beaucoup plus, je dirais, possiblement destructrice par rapport à la conception même de l'Europe et par rapport à la conception des démocraties. Et on le voit tous les jours. Mais disons simplement qu'aujourd'hui, l'essentiel des technologies dont on sait, et c'est ça la nouveauté en fait dans la période, dont on sait qu'elles irriguent ou qu'elles participent à faire évoluer, je n'ose dire ubériser vu la mauvaise réputation de la société en question, mais elles participent à modifier l'ensemble des secteurs économiques. Lorsque j'étais étudiant, on était face à des mastodontes, qu'il s'agisse d'IBM par la suite de Microsoft, qui étaient hégémoniques dans un domaine. Au départ, les ordinateurs, puis les logiciels. Aujourd'hui, les grandes sociétés dont nous parlons, alors on ne parle plus de GAFA maintenant, on parle de Big Tech, peu importe, sont des sociétés qui ont vocation à non pas s'intéresser, mais à investir et à remplacer les acteurs de tous les secteurs économiques de l'activité. C'est-à-dire aussi bien la santé, les transports, l'assurance, la banque, la finance, la distribution, etc., etc. L'un des secteurs, et pas le moindre, qui pourrait justement, et c'est l'objet même du principe d'une discussion sur la souveraineté numérique, l'un des secteurs qui pourrait lui aussi être ubérisé dans les temps à venir, c'est l'État. Quand on écoute effectivement les fondateurs de Google qui parlaient effectivement des États comme étant devenus des monstres incompétents, lents et incapables d'évolution, en disant en clair, nous avons vocation à les remplacer, ils étaient dramatiquement sérieux. Et nous voyons aujourd'hui à quel point le fait de ne pas avoir eu de stratégie, j'en reviens à cette notion de politique industrielle, nous a handicapés là où les Américains ont par exemple toujours été extraordinairement interventionnistes dans le domaine des technologies, avec en particulier la commande militaire, avec effectivement l'orientation d'une part significative de la commande d'État vers les PME, ce qu'on appelle le Small Business Act. Je rappellerai d'ailleurs que 23% de la commande fédérale est attribuée à des PME. Je pense que si nous, en France, nous devions faire le calcul, je pense qu'on serait en dessous des 10% et nettement à mon idée. Donc, par définition, il y a eu une véritable stratégie d'ensemble sur des secteurs clés, avec, je le rappelle, le rôle vraiment stratégique et fondamental de la commande militaire, qui faisait dire à une grande économiste, Maria Mazzucato, qui faisait dire il n'y a pas une seule des technologies clés de l'iPhone qui n'ait pas de près ou de loin été financée par des crédits fédéraux, en particulier militaires, qu'il s'agisse de l'Internet lui-même, avec la DARPA évidemment, du GPS, la géolocalisation, qui était au départ une constellation militaire, puis par la suite, effectivement, des systèmes d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de visée tête haute pour les pilotes de chasse, etc., etc. Tout cela a donné lieu à par la suite des diversifications, en mauvais français, on dirait des spin-offs vers des sociétés, effectivement, sur des applications civiles, et ça a été un formidable levier. Nous nous sommes interdits, ou en tout cas empêchés de le faire ces 20 ou 30 dernières années, c'est une faute à l'échelle tant française qu'européenne. Et donc, à ce moment où nous parlons en pointillé d'une défense européenne, en tout cas de muscler nos dispositifs de sécurité et de défense, je crois qu'il serait important et intéressant de justement intégrer cette dimension d'écosystème numérique, non pas simplement pour le militaire appliqué au militaire ou le sécuritaire appliqué au sécuritaire, mais bien effectivement dans une vision plus large. Et c'est effectivement un des grands enjeux. Je regrette, puisqu'il était question effectivement de la présidence française de l'Union européenne. Moi, j'ai eu l'occasion de conseiller de la précédente présidence française sur ces questions. On se rend bien compte effectivement que ces questions ne sont pas abordées au fond. Et je terminerai en disant que autant il y a eu de vraies discussions dont on peut discuter les fruits autour de la régulation avec les grands textes européens, DSA, DMA, DGA sur les data brokers, AIA sur l'intelligence artificielle et d'autres encore en cours de maturation, autant l'État prescripteur, et je dirais les États européens en tant que prescripteurs, ont été dramatiquement du mauvais côté de l'histoire. C'est-à-dire choisissant toujours de proroger
de renforcer la possibilité de présence de ces acteurs sans forcément que ce soit toujours technologiquement motivé, contrairement à ce qu'ont pu dire certains ministres en disant « nous n'avions pas d'autre solution, nous devions choisir des solutions américaines ». C'est loin d'être évident, mais surtout en ne prenant pas en compte la mission fondamentale du ministère dans ces domaines, c'est-à-dire de créer et développer un écosystème numérique intra-européen, pas uniquement français, pas uniquement hexagonal, intra-européen, en mettant en contact les gens, les grands acteurs dans ces domaines, qu'il s'agisse de l'IA, des objets connectés, évidemment du cloud et de l'ensemble de ces technologies sur des secteurs spécifiques. Ma recommandation, c'est de dire que nous devons orienter dans les temps à venir notre action sur quelques secteurs que nous considérons cruciaux, la santé connectée, dont on a vu avec la pandémie à quel point elle était essentielle, mais aussi évidemment la transition énergétique, mais aussi évidemment les transports du fait de notre histoire dans ces domaines, mais aussi les technologies financières. Et mais vous voyez, en étant resserré, on pourrait déjà se concentrer sur ces quelques secteurs, mais cela demande, M. Cavada le sait mieux que moi, un muscle politique fort, parce que qui dit privilégier des secteurs dit mécontenter tous les autres. Et donc, par définition, ces questions de politiques industrielles devront être abordées avec justement une volonté politique et pas simplement une volonté de saupoudrage, comme cela a été malheureusement trop souvent le cas dans le passé. Je vous remercie, merci beaucoup. Effectivement, il y aura tout un tas de questions à se poser sur comment guider finalement les investissements, savoir si on doit aussi chercher une souveraineté totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Bon, je n'entame pas la discussion tout de suite là-dessus. On verra plus tard si vous avez des choses à redire à ce propos. J'en profite simplement pour vous indiquer que certaines personnes du public viennent de nous rejoindre. Ça va sans doute revenir s'accentuer au fil des minutes. Je cède la parole immédiatement, donc toujours dans l'ordre alphabétique, à Stéphane Bortsmeyer. Alors, je ne vais pas essayer de convaincre les personnes présentes que la souveraineté numérique, c'est une bonne idée, parce que je pense que tous ceux qui sont ici trouvent qu'effectivement, c'est une bonne idée. Mais je voudrais quand même avoir un regard un peu critique sur le concept de souveraineté numérique et ce qu'on met derrière. La première chose, c'est qu'il faut bien voir Allô? Monsieur Bortsmeyer? Allô? Votre image et votre son est figé. Ah. Oui, voilà, ça y est, on vous a retrouvé, normalement. Je soupçonne qu'il y a un problème chez Free en ce moment. Ah. Je vous laisse continuer. Ce n'est pas à la FNIC, c'est déjà ça. Ah oui. Ah non. Non. Là, on a un petit problème, effectivement. Vous m'entendez là? Ça y est, là, cette fois, on vous entend. Si ça se reproduit, je vais changer de place. C'est peut-être un endroit où ça capte mieux. Ce n'est pas forcément la faute de Free, ça peut être mon Wi-Fi aussi à la maison. Donc, je disais que le premier problème, c'était qu'on parle de la souveraineté de qui? Est-ce qu'il s'agit de la souveraineté de l'État? C'est un point de vue, par exemple, des dirigeants russes ou chinois. Est-ce qu'il s'agit de la souveraineté du citoyen qui n'est pas menacé? Ah, décidément. Je crois que parler d'endroits, ça va peut-être mieux capter à nous. Ce que je propose, c'est de céder la parole à M. Cavada et on reviendra sur M. Bortsmeyer ensuite quand la connexion se sera stabilisée. Si vous en êtes d'accord, M. Cavada. Tout va bien, en effet. D'abord, bonjour et merci de cette initiative et je dirais de l'intérêt du panel que vous avez réuni pour que j'en sois un des auditeurs et un peu acteur. Je m'apprêtais à développer à peu près exactement les idées que M. Benhamou vient de développer tout à l'heure. Non, je vous en prie. Au contraire, c'est un régal de vous écouter et de savoir qu'on n'est pas seul. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois, donc c'est du bonheur. Et je voulais y ajouter une chose pour ne pas rédupliquer, pour ne pas doublonner tout ça et ne pas embarrasser l'esprit de ceux qui nous liront ou qui nous entendent en direct. Il me semble que compte tenu de l'état d'avancement des personnes qui sont autour de cette table et de beaucoup d'autres qui n'y sont pas d'ailleurs, aujourd'hui s'impose une nouvelle couche de réflexion, comme on parle de couche en matière du numérique. Et la couche en question, elle est la suivante.
Il me semble que la souveraineté doit s'apprécier d'abord, je dirais, au niveau continental et par conséquent au niveau national, pas l'inverse. D'abord au niveau continental, pourquoi? Parce que ce niveau recouvre au fond deux choses. Il recouvre l'état du droit, et jusqu'à plus ample informer les plateformes, les grandes industries monopolistiques par ailleurs du numérique ne produisent pas de droit. Leur métier au fond nécessite qu'ils écartent le plus possible du droit. J'ai souvent l'occasion de dire qu'il s'agit au fond d'entreprises outlaw, largement hors la loi. Même si maintenant ils plient un peu la nuque, les Chines, parce que toute une haie de textes est en train, dans différents pays, dans différents continents, Canada, Australie, le Brésil, ça commence un peu, l'Afrique du Sud, etc., commence à relever la tête en disant ça suffit. Et donc, comment faire pour encadrer et organiser, pour faire rentrer dans la loi, non pas pour empêcher de fonctionner, comme ils le disent, et ni empêcher d'innover, tout ça, ce sont des prétextes de mauvaise foi, mais pour encadrer, faire en sorte que ces industries ne remplacent pas le genre humain, que je ne devienne pas le smartphone de mon smartphone, mais que ces industries et donc ces technologies nous servent et servent l'humanité. C'est pourquoi je me réfugie derrière le continent européen en matière de souveraineté, parce que le continent européen qui se caractérise par un bien commun qui s'appelle la Charte des droits fondamentaux, permet d'avoir une unité de mesure de ce qui n'est pas fait, de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire comment essayer de créer un cadre juridique et les moyens de le faire respecter, et c'est là où ça pêche actuellement, pour que ces industries qui opèrent sur notre continent, qui s'adressent à des individus, qui heurtent des collectivités, voire des États, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Benamou, eh bien, respectent cet ensemble qui s'appelle la Charte des droits fondamentaux, qui est notre vrai bien commun. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas tout dit, parce que ceci, au fond, n'est que l'arme du constat de notre retard. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut légiférer pour essayer de se faire respecter en tant qu'humain et communauté humaine, mais aussi ça souligne évidemment le côté drastique de notre retard industriel. La voie la plus intelligente vient d'être dite. Il s'agit naturellement que les États prennent conscience qu'ils ont une puissance de commande, qu'ils ont une puissance de financement. Et là, on assiste à quelque chose de totalement déréglé en Europe. Les États, dans la limite des règles de l'Union européenne, qui de ce point de vue-là sont un peu ayatollesques par moment, c'est-à-dire voient la concurrence intérieure davantage que la concurrence extérieure à l'Europe, eh bien là, il faut faire quelque chose de drastique, c'est-à-dire donner aux États de la puissance de commande. Les États, jusqu'à présent en Europe, ont beaucoup saupoudré. D'ailleurs, nous, Français, ne sommes pas les derniers dans ce domaine, ce qui est naturellement une erreur stratégique extrêmement importante. Quand on regarde les États-Unis, dans un premier temps, ils saupoudrent un petit peu, mais pas énormément. Et dans un deuxième temps, ils voient ce qui émerge. Et là, à partir de là, ils déclenchent une politique régalienne de commande d'État dans tous les domaines. C'est pourquoi nous sommes, dans le cadre de l'Institut des droits fondamentaux du numérique, nous nous sommes attelés à deux choses. La première, je l'ai dit, c'est essayer d'aider les États par le législatif ou par l'exécutif à essayer à faire respecter par les opérateurs européens, il va de soi, mais surtout non européens, américains en l'occurrence pour l'instant, les principes de la Charte des droits fondamentaux et deuxièmement aussi réviser les politiques industrielles pour faire en sorte que nous puissions avoir par le biais de l'Union ou par le biais des États, l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne aux États-Unis et un peu en Australie aussi, avoir des politiques industrielles qui nous permettent de doubler, si je puis dire, l'arrière du peloton en matière de retard et de regagner d'ici quelques années, ça prendra sans doute une bonne décennie, le peloton de tête. Voilà les deux grands pieds, les deux grands pôles. Je vais revenir un petit instant sur la première des notions, c'est-à-dire au fond la souveraineté vue du point de vue de la nouvelle ère que le numérique a apporté dans tous les secteurs, vous l'avez dit, aussi bien les individus, aussi bien les collectivités, aussi bien les États et leurs fonctions régaliennes, aussi bien la prise en main de tous les secteurs de l'économie, alors que là, les lois auraient dû obliger les grandes compagnies à rester sur leurs métiers fondamentaux. Eh bien, voilà l'essentiel du travail qui est à faire. Et en matière de souveraineté, je voudrais dire, et notamment de souveraineté qui concerne la Charte des droits fondamentaux, je voudrais dire que là, il s'agit moins, je partage aussi l'avis d'un autre
combattant dans ces domaines qui est M. Bensoussan, c'est-à-dire qu'on devrait aller vers une notion encore un tout petit peu plus, entre guillemets, moderne de la Charte des droits fondamentaux. Il me semble qu'il y a une communauté qu'on pourrait appeler dans les pays démocratiques de vue sur le fait que les monopoles sont les ennemis numéro un, comme l'avait dit Sherman, le fondateur de la loi antitrust, hein, l'ennemi numéro un de la démocratie. Et ceci est une théorie à l'université, mais maintenant, on en voit tous exactement, concrètement, les conséquences. Et pour moi, l'univers de la Charte des droits fondamentaux, il s'étend au-delà même de notre continent européen, ce qui n'empêche pas que nous devons agir d'abord dans la sphère que l'on sait appréhender du continent européen, mais il s'étend au fond à l'univers des démocraties. Il y a d'un côté ceux qui pensent que l'univers du numérique doit servir la démocratie et les individus. Il y a de l'autre côté ceux qui pensent que le numérique est plus puissant que les lois individuelles ou collectives et plus puissant que les États et à plus forte raison les économies. Donc c'est un très vaste travail qui m'amène d'ailleurs à dire que nous devons, ne serait-ce qu'au niveau français, peut-être essayer de fédérer, non pas d'unir, parce que chacun a sa spécialité et chacun doit la couvrir selon ses compétences, mais que nous devons essayer de trouver un système d'union. Et je reviendrai vers vous d'ailleurs pour en parler dès cet automne, si vous permettez. Seul, trop seul, aussi intelligent et aussi persuasif que nous soyons, nous sommes quand même des microcosmes de résistance et maintenant il est temps de passer à une action plus collective. J'en ai mesuré toute l'importance lorsque j'étais pendant 3 mandats au Parlement européen et notamment le dernier où j'ai eu à subir pour faire passer les lois que j'ai pu aider à faire passer, c'est-à-dire le RGPD et d'autre part la loi droit d'auteur, droit voisin et quelques autres d'ailleurs. Dans les 5 dernières années, j'ai bien vu ce que nous étions, c'est-à-dire vraiment très petits vis-à-vis de la puissance de certains de monopoles qui n'hésitent pas à s'attaquer autant aux individus qu'aux collectivités et naturellement maintenant aux États. Comme vous l'avez dit, M. Benamou, tout à l'heure, en introduction, les États, au fond, sont réputés chez ces libertaires absolus, être finalement la survivance de vieilles monarchies bureaucratiques, inefficaces, etc. Peut-être que tout n'est pas faux dans ce qu'ils disent, mais jusqu'à présent, à part des fous dangereux, je ne vois pas ce qu'il y a de meilleur. Et en tout cas, la démocratie, c'est ce qui est de moins pire. On vient de le voir le 6 janvier 2021 aux États-Unis avec l'attaque du Capitole, qui n'est rien moins qu'un coup d'État froid. Merci, M. Cavada. Bon, alors, il y aura aussi une réflexion à avoir sur quelle est l'échelle pertinente, évidemment, de la souveraineté. Certains, beaucoup voient ça à l'échelle européenne, et évidemment, Jedi, par sa dimension, est plutôt porté vers cela, mais pourquoi pas à l'échelle nationale, voire, c'est ce qui est plus original, on voit ça émerger. Le concept est un peu bancal, mais… L'un n'empêchant pas l'autre, oui, si vous permettez, puisqu'ils sont bien gigognes sûr, en bien réalité. sûr. Et il y a aussi la souveraineté individuelle. Certains en parlent aussi. Bon, c'est à creuser. Sans plus attendre, Stéphane Bortmeyer, je vous redonne la parole. Normalement, votre connexion va mieux. J'espère, puisque les problèmes de connectivité ont gâché tous mes effets oratoires. Donc, je vais pouvoir revenir simplement sur le fond. Donc, ce que je voulais dire, les 3 points critiques qui me semblaient importants par rapport aux discussions sur la souveraineté. D'abord, c'est la souveraineté de qui ? Donc, la souveraineté, quand Poutine ou Xi Jinping parlent de souveraineté, ça ne veut pas dire la même chose que quand moi j'en parle. Il y a des gens qui parlent de souveraineté pour désigner la souveraineté des États, d'autres pour la souveraineté des individus. Et puis, c'est plus complexe que ça, évidemment. Il n'y a pas que des individus isolés, il y a beaucoup de choses. Donc, souvent, le terme de souveraineté, comme c'est un terme qui marche aujourd'hui, comme l'a dit Bernard Benamou au début, tout le monde s'en réclame aujourd'hui, c'est devenu important. Et le drame de toutes les idées politiques, c'est que quand elles deviennent largement adoptées, le problème, c'est qu'elles sont aussi utilisées pour tout et n'importe quoi. Donc on a vu le concept de souveraineté être utilisé pour justifier des atteintes aux droits de l'homme, par exemple, ou bien des privilèges accordés à certains lobbies plutôt qu'à d'autres. C'est donc pas suffisant de dire souveraineté, souveraineté, souveraineté. Il faut encore préciser de laquelle on parle et de quels intérêts on veut défendre. Ensuite, il y a un deuxième problème dans pas mal de discours sur la souveraineté. C'est particulièrement net en France, c'est le côté qu'on peut appeler la souveraineté blabla. C'est-à-dire qu'on fait des grands discours
Alors, une session comme celle que nous avons en ce moment, c'est très banal. Tout le monde en ce moment tous les think tanks font de la souveraineté, tous les colloques, plein de colloques sur la souveraineté, ça s'enchaîne. On pourrait passer sa vie professionnelle à aller à des colloques sur la souveraineté. Les ministres en parlent, des partis politiques en parlent, mais ça ne se traduit pas toujours dans les faits. Il y a une certaine tendance à croire que du moment qu'on a fait des grands discours, c'est bon, l'essentiel du boulot est fait et on peut oublier le reste. Il y a un exemple parfait qui avait été donné par le député Éric Bothorel hier, je crois, quand il avait mis sur Twitter une photo du routeur qu'il avait reçu. C'était une commande globale de l'Assemblée nationale pour les députés et tous les députés avaient reçu un petit routeur Wi-Fi avec marqué Huawei dessus en gros. Donc ça illustre parfaitement une certaine schizophrénie qui est que la souveraineté, c'est considéré comme un sujet de discours, mais dès qu'il s'agit de choix pratiques, concrets, alors là, on les dépolitise, on considère que non, mais on a fait le meilleur choix technique ou c'était le moins cher, on se réfugie derrière telle ou telle certification, et donc on n'avance pas. La souveraineté, c'est un peu comme l'écologie, c'est un domaine où tout le monde fait des grands discours, mais peu font des grands, peu agissent et surtout peu comprennent que chaque décision, même qui semble purement locale et purement technique, contribue à favoriser la souveraineté ou au contraire à la défavoriser. Donc je pense que le fonctionnaire qui a acheté les routeurs Huawei pour les députés, je pense qu'il est consciencieux, qu'il a acheté ce qui lui semblait le produit le moins cher, qui convenait au cahier des charges. Et je pense que pas une seconde, il a réfléchi au fait que si tout le monde fait comme lui, ben, la souveraineté ne peut que reculer. Donc là, c'est un point très important, le côté attention aux choix concrets qu'on fait, ne pas se contenter de faire des discours. Et après, du point de vue, un autre problème, une autre critique que je ferais par rapport à pas mal de discours sur la souveraineté, c'est que quand on agit, toute action n'est pas forcément bonne. Toute action doit être réfléchie. Au nom de la souveraineté, il y a eu des tas de choses très mauvaises qui ont été faites. L'exemple emblématique, c'est évidemment l'escroquerie qui a été Andromède, le projet de cloud souverain. Là, c'était même pas une erreur, c'était une escroquerie pure et simple, puisque tout l'argent venait à des entreprises qui n'avaient jamais fait de cloud et qui n'y connaissaient rien, et en négligeant complètement ceux qui, déjà en France, depuis des années, faisaient du cloud. Donc là, on est dans le domaine du vol et de la malhonnêteté, mais il y a aussi des tas de fois où, sans parler de vol ou de malhonnêteté, il y a des tas de décisions qui sont incorrectes, mal prises. Bon, typiquement en France, le plus gros problème, c'est quand, sous couvert de souveraineté, on finance les habituelles entreprises qui gagnent toujours les appels d'offres et qu'on ne tient pas compte des développeurs moins connus, moins introduits dans les couloirs de l'État, moins bons pour répondre à des appels d'offres publics, mais qui font avancer les choses. Pour l'affaire du routeur Huawei de l'Assemblée, il y a eu, suite au tweet de M. Bothorel, il y a eu tout un tas de commentaires après, et qui tous n'envisageaient la solution que comme on va donner beaucoup d'argent à Thales, Orange, Capgemini, à un autre, et ils vont nous faire un routeur souverain. Alors qu'il existe déjà des gens qui fabriquent des routeurs en Europe, citons notamment le Turis tchèque, qui est sous logiciel et matériel libre, et qui, lui, est un vrai outil de souveraineté, alors qu'on achète un routeur fermé, bloqué, avec logiciel privateur qui serait développé par Thales, il n'y a pas de raison que ce soit mieux que s'il était développé par Huawei pour la souveraineté de l'individu. Donc, agir il faut donc pas seulement faire des discours, mais agir, mais il faut aussi réfléchir aux actions qu'on fait. Il y a une très forte tendance en France, mais aussi dans d'autres pays européens, à utiliser la souveraineté pour après aider tel ou tel lobby, les gens qui ont l'habitude de répondre aux appels d'offres ou des ayants droit. Donc la souveraineté a atteint maintenant le stade où il n'est plus nécessaire d'expliquer que c'est bien. Là encore, je compare avec l'écologie. C'est plus la peine d'expliquer que le dérèglement climatique, le réchauffement planétaire est important. Je crois que maintenant, plus personne, à part Donald Trump, n'ose dire que c'est pas vrai. Par contre, le problème, c'est que comme maintenant, c'est un thème largement reconnu, il faut plus se contenter de dire souveraineté, souveraineté, mais il faut creuser un peu plus ce qu'on veut faire derrière. C'est ça l'enjeu. Si on veut que tous les colloques souveraineté dont j'ai parlé débouchent un peu sur quelque chose, c'est qu'il faut aller plus loin que de dire « Ah là là, il y a les méchants GAFA et ça, c'est mauvais pour notre souveraineté ».
Effectivement, vous introduisez la question, une des questions qui fâche un petit peu en Europe, c'est le rôle de ces cabinets de conseil ou ces intégrateurs qui effectivement, monopolisent la commande publique, peut-être au détriment de petits acteurs, et aussi des acteurs du logiciel libre, par exemple. Ce qui me permet, dans une très adroite transition, de passer la parole à Monsieur Fermigier pour clôturer cette première prise de parole. Eh bien, je vous remercie pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Le premier point donc, que je vais reprendre comme mes différents confrères, c'est de donner une définition et de commenter un petit peu cette définition. Je pense que le terme exact, précis, souveraineté numérique, je ne suis pas allé faire des recherches, mais il doit remonter à une dizaine, voire une quinzaine d'années. 17 ans et j'en suis l'inventeur. Je me doutais, cher Bernard, que tu allais intervenir pour me préciser ce point. Mais le concept même de souveraineté que je vais par ailleurs définir, enfin en tout cas dont je vais préciser la définition qu'on a choisie, je pense il remonte à beaucoup plus longtemps. Il remonte en fait aux communautés du logiciel libre, notamment, peut-être que d'autres acteurs aussi s'en sont préoccupés. Et dès la fin des années 90, quand la communauté du logiciel libre a commencé à se structurer en France, avec aussi le nom open source qu'on utilise de manière interchangeable, on a parlé d'indépendance des systèmes d'information. Et je pense que, effectivement, indépendance, autonomie, souveraineté, c'est ces trois termes qui vont être utilisés de manière quasi interchangeable avec quelques petits points notables. Donc, nous, on a décidé de se baser on a fait une étude, hein, le CNLL, donc le Conseil national du logiciel libre, qui représente les entreprises de la filière du logiciel libre en France. On fait régulièrement des études. En 2021, on en a fait une où on a abordé pour la première fois, en utilisant explicitement ce terme, la notion de souveraineté numérique. Et donc, on est parti de la définition du SGDSN, donc du ministère de la Défense, pour faire simple, qui parle d'une autonomie stratégique dans laquelle, sans chercher à tout faire en interne, il s'agit de préserver une capacité autonome d'appréciation, de décision et d'action dans l'espace numérique. Donc, le terme, effectivement, souveraineté, il va s'appliquer plutôt au niveau des États ou au niveau du bloc européen, par exemple. Le terme technique, ça va être cette idée d'autonomie stratégique, donc cette capacité d'appréciation et cette capacité, pour être plus dans l'effectif, de changer de fournisseur ou de choisir ses fournisseurs, de ne pas être pieds point liés avec un fournisseur ou un cartel de fournisseurs ou avec des technologies qui pourraient s'avérer être des impasses. Donc, la capacité à être agile, hein, c'est aussi un mot qui est né, on va dire, à peu près à la même époque, à être agile dans ses choix technologiques. Et ce qui est évident aussi pour nous, c'est que cette souveraineté ou cette autonomie stratégique, elle doit passer par le fait d'utiliser des produits qui ne viennent pas forcément de notre continent, mais elle doit aussi se baser sur des compétences et sur des produits qui sont développés, entre guillemets, en interne, autrement dit, près de chez nous, que ce soit en France ou en Europe. Alors, le point suivant, pardon, c'est que le SGDSN, par exemple, a fait un lien très net entre logiciel libre et souveraineté numérique. Hein. Dans le même rapport, on peut lire une stratégie industrielle basée sur l'open source, sous réserve qu'elle s'inscrive dans une démarche commerciale réfléchie, peut permettre aux industriels français et européens de gagner des parts de marché, là où ils sont pour l'instant absents, et même de permettre à la France et à l'Union européenne de reconquérir de la souveraineté. Donc là, on a un texte qui va très très loin, qui va beaucoup plus loin que de très nombreuses prises de position de l'exécutif, je vais y revenir, qui parle vraiment d'une stratégie industrielle. C'est quelque chose que malheureusement on n'a pas vu encore, que ce soit au niveau français ou au niveau de la Commission européenne, en des termes aussi explicites. Évidemment, il s'agit d'un vœu pieux, d'une recommandation,
Et donc, on va là encore revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une stratégie industrielle. Alors, je voulais quand même signaler les travaux de certains parlementaires, notamment Catherine Morin-Desailly, Gérard Longuet, Éric Bothorel, Philippe Latombe, 4 rapports parlementaires qui tournent tous autour du sujet ou qui traitent directement ce sujet et avec des recommandations de plus en plus fortes concernant le logiciel libre et notamment les recommandations du rapport Latombe que nous recommandons évidemment qu'elle soit plus visible et qu'elle soit progressivement transformée en décision juridiquement actionnable. Pardon. Alors, je dis, est-ce qu'il y a besoin, alors la question, effectivement, une question de fond, c'est est-ce qu'il y a besoin de faire des lois, est-ce qu'il y a besoin de légiférer au niveau français? Au niveau européen, c'est encore un autre sujet, mais au niveau français, alors on a la loi Le Maire, la loi Le Maire qui remonte à plus de 5 ans maintenant, et tout est dedans à condition de changer, à condition de mettre des synonymes. Donc la loi Le Maire, elle dit qu'il faut que les administrations doivent préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leur système d'information. Maîtrise, pérennité et indépendance, est-ce que ça ne serait pas un synonyme ou 3 synonymes, des petites subtilités, mais le texte de la loi est clair et les documents préparatoires sont également clairs sur ce sujet. Est-ce que ça ne serait pas des synonymes de souveraineté numérique? Et elle enchaîne la loi en encourageant l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts. Bon. Alors voilà, on a cette idée de préserver une obligation, hein, il est imposé, mais malheureusement, pas de sanctions, pas de décret d'application. Donc on en est là. On en est à une loi qui donne une ligne directrice, mais qui n'a pas eu un caractère suffisamment contraignant, probablement parce qu'il y a eu des lobbies contraires hein, qui ont préféré que l'article en question ne soit pas trop violent, pas trop actionnable au final. Voilà. Mais on peut s'appuyer quand même sur cette loi hein, qui, à mon sens, l'un des enjeux, et depuis 5 ans, et la secrétaire d'État, Madame Le Maire, nous l'avait d'ailleurs dit au moment de quitter ses fonctions, ou presque, qu'elle avait bien conscience que la loi ne suffisait pas et que tout le travail important restait à faire derrière. Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu de l'enjeu plus précisément du lien entre le logiciel libre et souveraineté numérique. Évoquer voilà, cette notion de politique industrielle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'appuyer sur une force de la France, une force de l'Europe hein. Il faut savoir que le logiciel libre, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, 60 000 emplois peut-être, un impact considérable sur l'économie européenne, un rapport commandité par la Commission européenne qui est sorti l'an dernier dit que pour 1 euro investi dans l'open source, on a un bénéfice global pour l'économie de 10, donc un effet démultiplicateur de 10 sur l'investissement qui peut être fait, que ce soit par le privé ou par le public d'ailleurs. On peut effectivement signaler des actions récentes, hein, la création de la mission logiciel libre qui fait suite d'une part au rapport Bothorel, aux recommandations à une des recommandations en tout cas du rapport Bothorel, puis la circulaire Castex et enfin la décision de la ministre Madame de Montchalin. Donc ça a été en novembre 2021, l'an dernier. C'est une petite structure de 3 personnes qui s'est mise en place au sein d'Etalab et qui a un impact significatif compte tenu, là encore, de sa taille. Mais, bon, là encore, on a sûrement un manque de reconnaissance du caractère industriel du logiciel libre. Le logiciel libre, ça n'est pas que des communautés, des gentils programmeurs, des chercheurs éventuellement de temps en temps, qui produisent du logiciel et puis il y aurait juste à attraper le logiciel comme les fruits qui poussent de l'arbre. Non, il faut aussi des industriels, il faut des entreprises
qui assure à la fois le développement, la maintenance, le support, la mise en œuvre de tous ces logiciels libres, en compétition, en concurrence avec les acteurs, par exemple les acteurs du cloud ou les acteurs du logiciel traditionnels et notamment extra-continentaux. Donc, pas de politique industrielle spécifique, très peu d'écoute de la part du secrétaire d'État qui était dédié au numérique. Alors, on va voir comment ça va changer maintenant qu'il y a un ministre de plein exercice. Pas de promotion, voire du dénigrement de la part du secrétaire d'État et d'autres acteurs de l'exécutif au cours de la dernière mandature. On va voir là encore comment ça va changer. Comme je le disais, la loi Le Maire, ou en tout cas l'article que j'ai cité, n'est pas vraiment pris en compte, n'est pas à part de manière exceptionnelle dans la commande publique. Donc, qu'est-ce qui peut être fait de plus? Alors, moi, j'ai fait une proposition récemment à la Cour des comptes. Vous savez peut-être qu'il y a eu une consultation citoyenne où les citoyens pouvaient proposer des idées d'audit, d'actions spécifiques de la Cour des comptes. J'ai proposé l'idée de faire une sorte d'audit des achats de logiciels et de cloud sous toutes les formes possibles et de voir un peu qu'est-ce qui va vers les grands groupes, qu'est-ce qui va vers les PME, qu'est-ce qui va vers les startups, qu'est-ce qui va vers les Français, qu'est-ce qui va vers les Européens, qu'est-ce qui va vers les Américains, les Chinois, etc. Bon, malheureusement, cette proposition n'a pas été retenue dans les 6 qui devaient sortir du chapeau de la consultation. Néanmoins, je pense quand même que c'est une bonne idée de savoir d'où on part, de connaître l'état actuel des dépenses publiques en matière d'achat de logiciels et de cloud, le cloud étant finalement du logiciel sous forme de service, oui. et ensuite d'activer les leviers d'action. Alors, sur les talents, la question des formations, on n'a pas vraiment de politique publique non plus volontariste, alors qu'il y a un manque très clair, et alors qu'encore une fois, le logiciel libre, finalement, alimente toutes les startups technologiques, toutes les startups du réseau, enfin, etc. C'est basé sur du logiciel libre. Voilà. Et puis enfin, la commande publique vis-à-vis des PME, qui restent les acteurs essentiels du monde du logiciel libre et qui, nous pensons, sont aussi essentiels pour la souveraineté numérique. Ça a été évoqué notamment par Stéphane Meyer il y a quelques minutes. La commande publique ne se tourne pas disons naturellement vers ces PME, ou alors elle se tourne vers elles, mais de manière indirecte. Il faut passer par un cadre contractuel qui est mis en place pour qu'une grande entreprise sous-traite finalement à des PME ce qu'elles savent faire directement, etc., etc. Donc tout ça, c'est les questions politiques industrielles. Et alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a aussi les questions de R&D. C'est vrai qu'on est chez EuroJedi et donc et de R&D européenne. Donc il y a eu des incitations dans le cadre de H2020, Horizon 2020, le précédent programme de financement de la R&D européenne. Dans Horizon Europe aussi, il y a quelques appels à projets qui sont spécifiques au logiciel libre. Évidemment, c'est une bonne chose. Après, il reste plusieurs questions. La première étant, bien sûr, le passage de la R&D au stade industriel. Et puis ensuite, les questions, tout ce qui compte. Dès qu'on parle de R&D, on va parler d'open science, open access aux résultats de la science. Et donc, essayer aussi, par le biais du logiciel libre, à avoir un impact plus fort pour les résultats de la R&D européenne. Je m'arrête pour ce propos liminaire en espérant ne pas avoir été trop long. Non, je vous remercie, merci beaucoup. Ce que je vous propose, parce qu'il nous reste finalement assez peu de temps et j'aurai énormément de questions à vous poser parce que vous avez tous évoqué des sujets, mais bon, on le savait dès le départ, des sujets très importants et qui mériteront tous plus ample développement. Je vous propose, si il y a des choses particulières qui ont été dites par les uns ou par les autres, qui vous ont interpellé, à prendre la parole immédiatement, sans protocole aucun. Et sinon, j'ai 150 questions à vous poser, donc voilà. Mais je préférerais que ce soit vous qui preniez l'initiative, même si ce n'est pas toujours facile. Est-ce que des choses vous ont interpellé? Monsieur Benamou ou Monsieur Cavada, comme vous voulez. Monsieur Cavada d'abord. Pardon. Il y a
une remarque extrêmement courte, mais peut-être, comme le disait M. Bordmeyer tout à l'heure, et c'est une réalité, il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'organisations, de think tanks qui réfléchissent et qui détricotent la notion de souveraineté. C'est très vrai. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans les trois autres interlocuteurs que moi-même, que je viens d'entendre et qui est vraiment très intéressante, c'est que tout ça ressortit quand même d'un principe très important sur lequel il faut travailler. Et ce principe, c'est que les organisations, les décrets, les lois, les directives, comme on dit en bon belge, s'agissant de la sphère européenne, qui tendent à vouloir réguler toutes ces choses, elles ont le mérite d'être une vraie volonté et le défaut de se présenter d'abord comme, je dirais, une réflexion ou une échappatoire technologique et technocratique. On répond aux questions qui nous sont posées en matière de souveraineté par des dispositions qui sont parfois compliquées à appliquer, notamment, voire ce dont je suis co-responsable, le RGPD. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue et ce qu'il faut restaurer, c'est vraiment l'esprit des choses. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et au fond, tous mes trois collègues viennent de dire, y compris vous, M. Thibault, par le questionnement, vous venez de dire quelque chose de tout à fait essentiel, explicitement ou implicitement, c'est que les États, et plus exactement les groupes d'États, je pense à l'Union européenne dans un premier temps, on verra négociable ou pas avec les États-Unis dans un deuxième temps. Nous ne sommes pas en position de pouvoir négocier avec les États-Unis sur le sujet du marché, de l'organisation du marché économique. Nous sommes en position de le faire sur le sujet des données. Sauf que ça n'est pas le moment, hélas, ça n'est pas le meilleur moment pour le faire. Bref, c'est un autre appendice du débat. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il s'agit de restaurer véritablement, comme disait Montesquieu, l'esprit de la loi. Il ne s'agit pas uniquement de définir des critères technocratiques au vu de questions technologiques. Il s'agit de réfléchir à l'esprit des choses. Que voulons-nous? Et ça veut dire deux choses. Plus d'autorité législative ou exécutive, et moins, je dirais, de détails technocratiques. Il faut plus de souplesse dans l'application et plus de volonté dans la généralité de formuler, je dirais, des lignes à ne pas franchir, ce qui doit être des lignes rouges. Et ça, c'est vraiment très, très frappant. Et j'entendais tout à l'heure, y compris de la part de mon collègue d'Open Source, ce que vous dites est tout à fait intéressant, mais ça montre l'énorme dispersion de la volonté politique et il en est du numérique en Europe versus notre souveraineté, entre guillemets, comme il en est de notre défense militaire, comme il en est de notre souveraineté économique en elle-même. Et ça n'est pas le manque d'entreprises, ça n'est pas le manque d'ingénieurs, ça n'est pas le manque de technologie, ça n'est même pas le manque de jeunes pousses ou de start-up qui sont extrêmement prometteuses, mais qu'on ne sait pas convertir en industrie parce que l'État ne sait pas commander. Et quand il commande, il va chez Microsoft ou ailleurs, ou chez LinkedIn ou ailleurs, et que tout ça, ça suffit, c'est insupportable, je trouve. Non, c'est la hauteur de la réflexion politique. Je voulais souligner ça en espérant ne pas décourager qui que ce soit, mais c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Bernard Benamou, je vous laisse, vous aviez demandé la parole. Je ne peux qu'être entièrement d'accord sur la nécessité d'une vision stratégique et politique par rapport à ces questions, mais n'est-ce pas déjà, je dirais, le sujet de manière générale du reproche que l'on fait aux politiques ces dernières années, que de n'avoir pas de vision ou de ne pas savoir l'exprimer. Et effectivement, je pense que dans ce domaine plus qu'un autre, il s'agit de valeurs et de principes. Je rêve du moment où nous aurons à l'Assemblée et dans le pays un débat du même niveau, de la même intensité que ceux qu'on a pu avoir, par exemple, sur la bioéthique, qui ont mobilisé l'ensemble des parlementaires, donné l'occasion d'un vrai débat, au-delà même des clivages d'ailleurs politiques. Et on voit bien effectivement qu'on en est très très loin. Je voudrais revenir sur certains points qui ont été évoqués. J'entendais évidemment parler d'Uber. J'ai récemment eu contact avec des industriels aux États-Unis qui me disaient, lorsqu'Uber voulait nous faire travailler, ils nous disaient « Notre business model, par nature, est illégal. Nous devons briser les lois. » Donc, alors je précise que dans les conditions léonines qu'ils voulaient imposer à leurs interlocuteurs industriels, ils disaient
nous faisons contrat avec vous, mais quelles que soient les avanies ou les difficultés judiciaires que nous pourrons avoir, c'est vous qui serez effectivement in fine responsable si vous êtes contractuel avec nous. Ce qui faisait évidemment hésiter beaucoup d'industriels. Donc on voit bien que Uber, dont on a vu le comportement, excusez-moi, je vais être très direct, quasi mafieux dans la manière de cacher ses documents avec ce qu'on appelle le kill switch. Vous pouvez enlever le quasi, hein. Vous pouvez retirer le quasi. Hein. Absolument, je peux. C'est une prudence de langage. Mais de fait, on voit bien effectivement cette volonté de se soustraire à toute forme d'investigation, de couper l'accès à des machines, etc. On voit bien effectivement l'esprit, l'ADN, entre guillemets, d'une société dans ces domaines. Je reviendrai sur un point qu'a évoqué Stéphane Fermigier, sur le financement. Et tout à l'heure, effectivement, il a été question. Je crois qu'il faut bien distinguer le financement de l'achat. Et ce sont deux choses différentes. Vous citiez le rapport Lacombe, et Stéphane citait à bon droit le rapport Lacombe, qui est un vrai travail utile dans cet écosystème, qui disait 1 euro d'achat correspond à 7 euros d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet démultiplicateur, on parlait, tout à l'heure Stéphane parlait de l'effet démultiplicateur du logiciel libre, mais le simple fait pour l'État d'acheter, ce qu'ont très bien compris les Américains avec leur Small Business Act depuis, je le rappelle, 1953, là où nous-mêmes nous sommes interdits de le faire, c'est qu'effectivement, le fait pour une jeune pousse, comme on disait, de pouvoir avoir accès à des clients qui peuvent l'aider à se développer et à améliorer ses produits est aussi, si ce n'est plus important, que d'avoir des financeurs. Donc ça, c'est un point. Un autre point qui a été évoqué sur la nécessité, tout à l'heure, l'autre Stéphane, excusez-moi, il y en a deux, Stéphane Bortsmeier évoquait effectivement l'histoire des serveurs ou des routeurs Huawei. Ce que cet épisode démontre, c'est qu'il n'y a pas, ce qui devrait exister en France et en Europe, une vraie coordination stratégique des technologies de l'État, ce que l'administration Obama avait appelé le Chief Technology Officer, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement reporte, excusez-moi, est sous l'autorité directe du plus haut niveau de l'État et qui effectivement coordonne l'action stratégique en matière de technologie. Je rappellerai, puisqu'il a été question de nos autorités de sécurité, que par exemple Guillaume Poupard, lorsqu'il a pris en charge le dossier de Huawei par rapport aux opérateurs télécoms, leur a donné un pied de cap très long, puisque c'est 8 ans avant de devoir se débarrasser de leurs routeurs, de leurs infrastructures Huawei par rapport à la 5G. Donc on voit bien effectivement que là encore, il nous faudra une meilleure coordination. Je ne suis pas étonné, tout à l'heure il était question du SGDSN, du ministère des Armées, etc. Je ne suis pas étonné que le ministère des Armées, avec lequel j'ai eu de nombreux contacts dans ces domaines ces derniers temps, soit en pointe par rapport à ça, parce qu'il a toujours refusé, contrairement au ministère de l'Intérieur par exemple, de céder à des sirènes américaines. On pourra parler de Palantir à la DGSI, que la DGSE a toujours systématiquement refusé. Et donc, vous voyez, je pense là encore, je pense qu'il y a un véritable échelon politique à développer, à déployer, donc un muscle politique, donc des coups à prendre, parce qu'il faut parler politique. Pour ceux qui connaissent un peu cet univers, quand vous prenez effectivement une décision, ce n'est jamais la meilleure, c'est la moins pire, et le reste de l'écosystème vous fait payer le moins pire. Donc, par définition, là-dessus, nous avons manqué, quand je dis nous collectivement, État européen et en particulier France, d'une volonté politique dans ces domaines. J'espère que malheureusement l'actualité dramatique de ces deux ou trois dernières années nous aidera à y voir un peu plus clair pour l'avenir, mais c'est un vœu, ou disons que c'est le vœu d'un militant dans ces domaines. Est-ce que je peux ajouter une phrase à ce que vous venez de dire, cher Bernard? Vous venez de dire les États européens et notamment la France, c'est tout à fait juste ce que vous dites, il n'y a rien à retirer, mais s'il y a pire que, comment dirais-je, que le côté pusillanime français, il y a le double jeu allemand. Les Allemands ont été de tout temps, et j'en ai fait les frais souvent, dans la construction des lois qu'on pourrait appeler des lois d'organisation ou de régulation. Elles n'étaient pas répressives, elles étaient simplement régulatrices, hein. Ce qui est après tout la moindre des choses. Les Allemands venaient nous voir en disant c'est formidable, mais pendant ce temps-là, ils négociaient à l'extérieur avec les grands groupes qui venaient nous combattre à Bruxelles. Et donc, on voit bien là qu'il faut d'abord mettre sur la table nos différences. Et quand on parle de couple franco-allemand, dans ce domaine, je fais un peu de géopolitique européenne, excusez-moi, il faut bien voir qu'il est en mauvais état en réalité dans plusieurs sujets. Pas tous les domaines, mais plusieurs domaines. Stéphane, oui, pardon. Alors, je voulais dire que sur le côté allemand, hein, il y a certainement des problèmes comme l'évoque Jean-Marie Cavada. Il y a quand même un sujet de réjouissance, c'est la création
de ce qu'ils ont appelé le ZEN10, le Zentrum für Digital Souveränität, Centre pour la souveraineté numérique. Et donc, comme son nom l'indique, a clairement la souveraineté numérique en point de mire, et qui en même temps, dans sa mission, dans sa lettre de mission initiale, est essentiellement ce qu'on appelle un OSPO. Un OSPO, ça veut dire Open Source Program Office. Donc, on en a un maintenant aussi en France, la mission logicielle libre d'Etalab. Il y en a un au sein de la Commission européenne qui a été créé il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, et qui existait déjà sous une autre dénomination, je dirais, précédemment. Donc, on voit que cette structuration de structures, cette prolifération de structures qui est au sein des États, de la Commission, éventuellement de certaines grandes collectivités territoriales, que ce soit des régions ou des grandes municipalités, sont capables de travailler en réseau, sont capables de partager des expériences, de l'utilisation de solutions entre guillemets souveraines, donc à mon sens fortement basées sur du logiciel libre et toujours basées sur des protocoles et des standards ouverts. C'est quelque chose qui avance. Donc, on a beaucoup, à mon sens, on a beaucoup avancé sur ce côté, le côté achat, le côté client, on va dire, de l'administration, avec les effets des multiplicateurs qui ont été évoqués, mais sans évoquer la relation avec le secteur privé, sans évoquer la politique industrielle et sans évoquer, comme ça a été dit aussi, l'acte d'achat. Donc, effectivement, nous, PME du logiciel libre, PME du numérique européenne en général, PME du cloud, ce qu'on attend avant tout, c'est effectivement des clients, des subventions, oui, parfois, sur des projets précis, mais surtout et avant tout des clients et des clients publics, puisque la puissance publique est peut-être celle qui a le plus intérêt à regarder le long terme plutôt que de se contenter de faire ce qui est immédiatement rentable au niveau, par exemple, trimestriel, comme c'est trop souvent le cas dans les grands groupes. Sans accélérer, pardonnez-moi, votre pessimisme, chers collègues, je voudrais apporter une autre observation à votre tour de vigilance sur l'Allemagne. Il faut savoir que depuis quelques semaines, nous avons un grand problème en Allemagne. Quand je dis nous, c'est-à-dire les gens qui pensent comme nous, on va dire, c'est que le Bundeskartellamt, c'est l'autorité de la concurrence allemande, devient extrêmement ambigu sur tout un tas de sujets, qu'il s'agisse de contenu ou de politique industrielle qui ont été sur des dossiers qui ont esté devant l'autorité de la concurrence allemande. Il y a une sorte de recul du Bundeskartellamt, à tel point d'ailleurs que c'est un des soucis pour l'autorité française de la concurrence. Ils en ont parlé, je crois, la semaine dernière, puisqu'ils se sont rencontrés en Allemagne, si mes informations sont exactes. Et on voit bien qu'il y a là quelque chose, une fragilité, une brèche qu'il faut essayer d'aider à consolider dans le bon sens. Stéphane Bortmeyer, je vous laisse. Oui, concernant les actions que peut faire l'État, on a beaucoup parlé de son rôle de financement, qui effectivement est important et certainement un des gros leviers d'action de l'État. Il y a aussi un autre dont on n'a pas mentionné, c'est donner l'exemple. Donner l'exemple, c'est-à-dire par exemple, c'était l'exemple de l'achat des routeurs Huawei pour les députés, ou le fait de faire sa communication uniquement via les réseaux sociaux des GAFA. C'est pas le fait d'utiliser les réseaux sociaux le problème, c'est le fait de le faire uniquement via ceux des GAFA. On avait eu par exemple pendant très longtemps sur le site web de l'Élysée une fenêtre polichinelle qui arrivait vous disant suivez-nous sur Facebook, et ça avait été pendant 2 présidents différents, donc c'était pas la faute d'un président particulier. Cette fenêtre était restée pendant des années sous 2 présidents de la République différents. Donc là, l'État a aussi un gros problème en matière de montrer l'exemple, on voit à des tas d'endroits, je dis la communication, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, au moins le gouvernement fédéral allemand est maintenant systématiquement présent sur des réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés par les GAFA, notamment le fait divers, l'ensemble des réseaux sociaux reposant sur le protocole ouvert ActivityPub. En France, 0. Etalab avait fait un petit essai, mais ce n'était pas allé très loin. Par contre, toutes les instances du gouvernement fédéral allemand y sont. Donc ça, c'est exactement le phénomène dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en France, on fait des discours, et dans d'autres pays, on agit. On agit en montrant l'exemple aussi. Et cet exemple est important. Alors après,
il y a aussi le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'aider l'État ou de lui donner des idées. L'État peut aussi, j'avais dit, jouer un rôle négatif. Bernard Benamou parlait d'Uber, et c'est justement à l'occasion des Uber Files, dans tout ce qu'il y avait dans les Uber Files, on a appris entre autres qu'il y avait un ministre français qui se faisait clandestinement le lobbyiste en chef d'Uber et faisait tout pour aider Uber à s'installer. Un ministre qui, je crois, depuis a fait une belle carrière. Donc il y a un problème qui est... Il y a souvent une tendance dans les discussions sur la souveraineté à présenter les choses avec le gentil État d'un côté français, vin, fromage, avec les valeurs européennes, et puis de l'autre des méchants GAFA états-uniens, voire chinois. La réalité n'a rien à voir avec ce joli roman. La réalité, c'est que c'est souvent l'État qui est lui-même le premier à participer. Enfin, on le voit dans des choses comme par exemple la surveillance des citoyens par les technologies de surveillance qui sont en général un partenariat public-privé où l'État et les entreprises privées sont d'accord et dépensent beaucoup d'argent pour la surveillance des citoyens. Donc, c'est un problème qui est complexe et qui ne se ramène pas uniquement à « il faudrait que l'État fasse ceci ou fasse cela ». Il faudrait effectivement que l'État fasse pas mal de choses, notamment montrer l'exemple, mais il faut aussi être conscient du fait que le danger ne vient pas forcément uniquement de l'extérieur du pays. Je vous propose, pour terminer cette table ronde, de laisser quelques secondes à chacun pour répondre et pour conclure. Bernard Benamou lève la main, donc oui, la parole. Je ne peux... merci infiniment, Charles. Je ne peux qu'être d'accord sur le rôle d'exemplarité. On parlait dès le départ du fait que l'État, en tant que prescripteur, a failli. C'est-à-dire que, à l'instant, Stéphane Borsmeyer rappelait effectivement le manque d'exemplarité sur les dispositifs de communication, sur la publicité de l'État. Mais si ce n'était que ça, je m'en réjouirais. S'il n'y avait pas des projets stratégiques comme le Health Data Hub, excusez-moi de parler anglais, puisque c'est son intitulé officiel, la plateforme des données de santé qui avait été confiée à Microsoft, s'il n'y avait pas eu, au travers du cloud de confiance, le mal nommé cloud de confiance, la possibilité pour des acteurs extra-européens de se voir investir le champ des données stratégiques des administrations avec le très récent accord Google-Thales, dont on ne peut que penser du mal au vu du risque que cela représente justement du fait de l'étiquette Thales, qui est une étiquette justement de confiance par rapport aux questions de sécurité. On voit bien effectivement que là-dessus, et sans parler même de Bleu, l'initiative Orange, Capgemini, Microsoft, qui effectivement a été, avec tambour et trompette, annoncé par les communiqués de presse de Bercy, dans des termes qu'aucun communicant de Microsoft n'aurait rêvé voir dans un communiqué de presse de Bercy. Mais bon, peu importe, par définition, oui, effectivement, l'État, en tant que prescripteur, en tant qu'acheteur, là-dessus, fait l'inverse, je dirais la main droite de l'État acheteur-prescripteur fait exactement l'inverse de ce que la main gauche régulatrice, législative, est censée faire. Donc, par définition, oui, ça ne peut pas avancer s'il n'y a pas un minimum de cohérence qui n'a pas existé jusqu'alors. Qui souhaite prendre la parole tout de suite? Jean-Marie Cavada? Je vais en rajouter une louche de 30 secondes à ce que vient de dire M. Benamou, parce que c'est un vrai problème d'une très grande gravité. Et pour conforter ce que disait M. Stéphane Bortmeyer, l'exemplarité s'impose dans cette affaire et ça suffit tout ça. Alors, l'État, dans cette affaire, il est où? Il est dans les conseils d'administration des entreprises incriminées dans l'ambiguïté de leur projet franco-transatlantique. Et ça n'aurait jamais dû être accepté de cette manière. Il n'y a pas de, contrairement à ce que l'on dit sur le cloud de confiance, le cloud de confiance n'existe pas. C'est un cloud de méfiance qui devrait avoir lieu. Et ça, l'État, ses représentants à travers l'APE, c'est-à-dire l'Agence des participations de l'État, dans les entreprises para-étatiques ou en tout cas l'État a du capital, aurait dû quand même faire un peu mieux la loi dans cette affaire. Et on voit bien que nous sommes un peu sur une sorte de petit îlot qui manque vraiment de l'autorité et des moyens de l'État. Et ça n'est pas mince de savoir qu'on peut mobiliser le Parlement parce que la seule chose auquel l'État, finalement, dans ses difficultés de choisir, dans la pusillanimité d'un État qui regarde les sondages, évidemment, eh bien, c'est quoi? C'est au fond l'importance de la protestation et de la proposition, les deux. Monsieur Fermigier ou Monsieur Borsmeyer?
Moi, par exemple, ok, allons-y. Oui, alors, il y a un autre point commun entre les discussions sur la souveraineté et celles sur l'écologie, c'est que souvent, on parle que de catastrophes, de trucs qui vont mal. C'est nécessaire parce qu'effectivement, il y a des gros problèmes et il faut agir, mais il faut aussi de temps en temps être un petit peu optimiste. Donc, je vous laisse parler de deux succès de souveraineté, mais au-delà, hein, c'est que deux logiciels qui sont très importants et qui ont des rôles très importants sont des logiciels libres développés en France, VLC pour voir les vidéos, un sujet important, les vidéos, si on n'avait pas l'Internet et qu'on ne puisse pas regarder de vidéos de chats, on serait bien embêté. Et l'autre, c'est PeerTube pour la distribution de vidéos. Donc aujourd'hui, faire un concurrent de YouTube qui soit comme YouTube, c'est à la fois irréaliste et négatif, ce n'est pas une bonne solution. Un YouTube fait par Orange et Thales ne serait pas mieux que le YouTube de Google. Donc PeerTube permet au contraire à chaque organisation, chaque entreprise, chaque personne de distribuer ses vidéos tout en s'interconnectant avec les autres. Et c'est aussi un logiciel. Alors c'est un logiciel développé en France aussi. Dans les deux cas, alors moi, je m'en fiche un petit peu que ça a été développé en France. Ce qui est important, c'est que c'est un logiciel libre. Néanmoins, c'est assez frappant de constater que dans les discours sur la souveraineté, on ne cite jamais les domaines où la France est leader et est en tête et réussit des choses. Peut-être parce que c'est développé par des associations ou des individus. Ça ne rentre pas dans le cadre mental étriqué de pas mal de commentateurs qui ne voient que start-up, licorne, entreprises privées et qui n'envisagent pas le monde en dehors de l'aspect business. Mais c'est quand même... C'est l'occasion de le dire, félicitations aux développeurs de VLC et PeerTube, c'est vraiment deux excellents logiciels et qui jouent un rôle important et qui montrent la voie en matière de souveraineté pour le logiciel. C'est parfaitement possible de développer des logiciels qui s'attaquent aux GAFA en essayant de ne pas faire comme les GAFA. Faire un YouTube français, je dis, ça n'a aucun intérêt, c'est d'ailleurs sans doute irréaliste techniquement. Il ne faut pas se battre sur les terrains quand on choisit l'adversaire, il faut se battre sur notre propre terrain, celui du logiciel libre et de la décentralisation, qui en plus rend plus difficile le contrôle, ce qui est une bonne chose quand on voit qu'aujourd'hui, pas mal de commentateurs vantent le DSA européen, par exemple, qui est un outil de sous-traitance de la censure aux GAFA et qui est un outil d'utiliser les GAFA pour implémenter notre censure à nous, alors qu'il faudrait au contraire chercher à rendre plus difficile le contrôle, plus difficile la censure, plus difficile l'application des politiques. Et pour terminer ce tour de table, je cède la parole à M. Fermigier. Merci. Comme vient de le dire Stéphane Borsmeyer, la France est numéro 1 mondial du logiciel libre, suivant certaines métriques, notamment en termes de taille du marché, en tout cas taille relative du marché du logiciel libre par rapport au marché global de l'informatique. On est à peu près à 10%. On est à peu près à égalité avec l'Allemagne, mais selon les dernières études, en tout cas légèrement en tête. C'est pas nouveau, ça fait 15 ans que des études internationales, y compris par exemple l'étude de la Commission européenne qui est sortie l'an dernier, qui est extrêmement riche sur les sujets de l'économie du logiciel libre et de l'impact économique du logiciel libre sur l'économie européenne, le souligne. Donc la France, numéro 1, numéro 2, numéro 3, enfin, on a de quoi se vanter. Eh ben, on a très peu de ministres. On n'a pas vu Cédrico une seule fois faire l'éloge du logiciel libre en 3 ans où il a été au pouvoir, enfin en tout cas au secrétariat d'État. Et par contre, on l'a vu à plusieurs reprises dénigrer la filière européenne du cloud, alors pas spécifiquement du logiciel libre, mais du cloud, en disant que les GAFAM étaient bien meilleurs, que les GAFAM investissaient tant de milliards et que nous, on n'était pas capable d'investir autant de milliards, ce qui est un contresens, car on ne compare pas, en fait, c'est des notions comptables qui sont différentes et on ne peut pas comparer les investissements des uns et des autres et certainement pas citer les chiffres qui ont pu être cités. Donc, jouons sur nos forces. C'est un message que j'essaye de faire passer depuis 10 ans, ou peut-être même encore plus. Jouons sur notre force et pourtant, on en est encore loin. Donc, mettons en avant les succès et puis ayons un rôle exemplaire, tous, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit les individus. Et le succès, il va passer aussi par des individus qui vont prendre les choses en main et qui vont faire de l'auto-hébergement. Donc, ils vont utiliser des logiciels libres pour héberger leurs propres applications, pour ne pas avoir à passer par les opérateurs qu'on a cités. Bien, je vous remercie et merci beaucoup à tous les quatre d'avoir
joué le jeu de cette première séance de séminaire sur la souveraineté numérique de Jedi. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement dès maintenant.